Bienvenue, chers fidèles de l'émission Majuscule Propos. Toujours encore un plaisir d'être avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'être humain. Vous savez, l'être humain dans ses nombreuses dimensions. L'être humain qui est fait et composé de plusieurs parties, plusieurs aspects, de plusieurs composantes. Aujourd'hui, nous allons justement, comme l'intitulé de l'émission le présente, nous allons parler notamment de l'impact des émotions sur le corps humain. Un impact qui peut être soit positif ou négatif. On va voir si on peut toujours se remettre même des situations les plus désespérées émotionnellement et surtout jusqu'où nos émotions peuvent nous affecter, nous détruire, sinon nous tirer du trou. Aujourd'hui, nous sommes avec un professionnel dans la matière, mais également nous sommes avec un témoin, quelqu'un qui appartient à notre domaine, mais qui sait de quoi je parle pour ce qui est des émotions et surtout des émotions enfouies dans le fin fond de nous qui peuvent avoir des conséquences néfastes parfois, comme cela a été le cas pour notre invité de la soirée. Je vais commencer par introduire, comme on dit, à tout seigneur, tout honneur, Maître Richard. Il est donc, voilà, merci d'être avec nous. Maître Richard, je tiens à signaler que vous êtes un enseignement en développement personnel et spirituel. Et vous êtes Canadien, c'est ça, il faut le préciser, non? Bien sûr. Canadien de Québec. Du Québec. Voilà. Et les anglophones qui parlent de Québec, mais c'est Québec. C'est Québec, la province donc du Québec, province francophone, c'est ça? Oui. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes également rejoints par Louis Brassard, également québécois, donc canadien d'origine. Vous êtes ingénieur en mécanique, c'est ça déjà votre carrière. Mais si vous êtes ici, ce n'est pas forcément pour parler de la carrière d'ingénieur, mais surtout de l'expérience personnelle en tant qu'individu. Et surtout, j'allais parler du tunnel par lequel vous êtes passé. Absolument. Et surtout pour permettre à notre audience d'en comprendre les tenants et les aboutissants et surtout les voies et moyens par lesquels vous êtes passé pour sortir de ce gouffre. Exactement. Merci beaucoup d'être là. Avec plaisir. Merci, Eddie, de l'invitation. C'est un plaisir d'être ici ce soir. Voilà, on va également parler justement de l'organisation par laquelle passent vos actions et surtout l'apport et surtout le soutien que vous apportez aux autres personnes. Volontiers. Et d'abord, Maître Richard, je commence par vous. J'aimerais pas peut-être qu'on aille un peu trop loin dans la matière, mais déjà vous, enseignant spirituel, comment définissez-vous l'être humain? L'être humain est souvent oublié. On se fie juste au plan physique. Mais en réalité, on a le plan physique, on a le plan émotionnel, on a le plan mental et le plan spirituel. Si ces 4 plans-là ne sont pas nourris chaque jour, on devient en déséquilibre et ça crée des symptômes comme des douleurs, des maladies et de plus en plus graves si on les écoute pas. C'est très simple. C'est juste souvent, on n'écoute pas les signes que le corps nous donne. Pour vous, l'être humain, c'est un ensemble de plusieurs composantes? Oui, c'est plusieurs, comme je vous ai dit, le corps physique, c'est le plus, pour moi, le moins important. Le plus important, c'est le corps spirituel, de commencer à se connecter, à prier, à méditer, à prendre soin de soi, de notre âme. On n'est pas juste le corps physique, on est plus que ça. Il y a l'âme. Après ça, il y a le corps mental. Nos pensées vont créer des problèmes de santé. Si on pense toujours négatif, et on pense à des choses qui sont toujours difficiles, même si c'est vrai, il faut arrêter parce que la loi d'attraction, ça existe. Ce que tu penses va se réaliser. Et c'est pour ça qu'il faut changer nos pensées. Et après ça, il y a le corps émotionnel.
toutes les émotions qui ont été enfouies à l'intérieur de nous. Je vais parler du subconscient un petit peu plus tard, mais il reste quand même, c'est toutes les émotions qu'on garde en nous. Et si on ne les neutralise pas pour être une meilleure personne, travailler sur nous, pour être un meilleur parent, automatiquement, le corps physique va aller mieux parce que chaque douleur, chaque chose qui nous arrive sur notre corps physique est le reflet des 3 autres corps que je viens de vous parler, qui est en déséquilibre. Ouais. Vous, Louis, ingénieur en mécanique, c'est vrai, vous êtes passé par plusieurs étapes déjà pour devenir ingénieur. Ce n'est pas, on ne se réveille pas un matin, on devient ingénieur, c'est vrai, il faut quand même qu'on se le dise. Est-ce que lorsque, je sais que c'est une étape que vous avez découverte, peut-être aussi cette spiritualité-là, ces dimensions qui composent l'être humain. Déjà, est-ce que dans votre formation d'ingénieur en mécanique, avez-vous un jour ou l'autre pensé que vous êtes plus que ce que vous êtes, ou peut-être que vous êtes moins ce que vous pensez être? En réalité, j'ai eu la chance, à travers mes 26 années d'expérience comme gestionnaire, ingénieur, oui, mais j'ai passé ma vie à faire de la gestion. Donc, au niveau de la formation, absolument pas. Par contre, dès qu'on commence à faire de la gestion, les problèmes qu'on rencontre sont souvent des problèmes humains, beaucoup plus que des problèmes techniques. Et ce que j'ai réalisé à travers les années, c'est que la seule façon de devenir un meilleur gestionnaire, c'était de travailler sur moi, essayer de comprendre mes réactions, comprendre pourquoi je réagissais de telle façon pour devenir un meilleur leader, devenir un meilleur gestionnaire. C'est ce qui m'a amené à essayer de comprendre pourquoi j'avais une problématique de gestion de colère. Moi, toute ma vie, j'ai eu un problème de gestion de colère. Et j'étais incapable de mettre les mots ou de trouver la source du problème jusqu'à ce que je rencontre en 2015 Maître Richard de façon très inattendue au Maroc. Voilà. Déjà, ça nous ramène à la question de savoir 2 Canadiens, 2 Québécois qui se rencontrent au Maroc. C'est quand même un hasard de tous les hasards. Si on croit au hasard. Si on peut appeler ça du hasard. Voilà. Surtout, c'est vrai qu'après, aujourd'hui, quand on réalise ce qui est ressorti de cette rencontre, qui a changé la vie, notamment de lui, on s'est dit que finalement, ce n'était pas un fait de hasard, c'est ça, Maître Richard? mais pour moi, le hasard, C'était écrit quelque part pour moi, ça n'existe pas. Premièrement, avant de me rencontrer, la veille, il avait prié Dieu pour avoir de l'aide. J'arrive le lendemain. je croyais pas que dans votre manière d'appréhender l'être humain, vous pensiez aussi à ce côté. C'est un peu étonnant que vous puissiez parler, évoquer le nom de Dieu. Bien, je parle de plan spirituel, c'est ça. Le plan spirituel est le plus important. Si on n'est pas en connexion avec Dieu, on va souffrir. C'est très important. Les gens, souvent, il y en a qui l'oublient. C'est juste quand ça ne va pas bien, on y pense, mais on y pense une seconde par jour. C'est important de penser. Plus qu'on a des belles pensées lumineuses, puis qu'on pense à Dieu, la vie va bien aller. Si on serait capable de penser à Dieu 24 heures sur 24, on serait bien. Ouais. Alors, déjà, Louis, j'aimerais bien peut-être, on vous voit aujourd'hui physiquement, en bonne santé. C'est vrai, le fait que vous soyez là, qu'on puisse tenir une émission ensemble, ce n'était pas forcément le cas il y a quelques années pour vous. Vous êtes passé, dans mon introduction, je l'ai dit, en m'expliquant en off, par une situation très délicate et qui a pu orienter votre vie d'une manière ou d'une autre. Et aujourd'hui, vous vous sentez libéré. Dites-nous un peu, c'est quoi qui vous a intéressé chez Maître Richard?
et déjà votre rencontre, combien c'était bénéfique pour vous? Lorsque, tout à l'heure, il a mentionné que j'avais des problématiques au travail, j'avais des problématiques familiales, j'avais des sauts de colère. Et ça faisait 20 ans que j'avais une douleur ici au niveau du plexus qui était permanente. Donc, j'ai suivi toutes sortes de thérapies, toutes sortes de choses. Donc, suite à notre rencontre, je commence à... Donc, déjà, tu l'as dit tout à l'heure, 2 Québécois qui se rencontrent au Maroc, c'est atypique. On commence à discuter. Il m'explique qu'il avait un bureau à Montréal, qu'il travaillait sur les émotions, les problèmes physiques. Et il commence à me parler du subconscient. Donc, tout à l'heure, on va en parler un petit peu plus en détail. Donc, il m'explique le tout. Donc, je lui raconte ma problématique. Et je dis, écoute, moi, j'ai ce problème-là. Ça fait 20 ans que je le traîne. J'ai tout essayé, toutes les sortes de thérapies qui existent. Il me regarde, il dit, ton problème, il est simple. Il dit, tu détestes ton père. Je le regarde un petit peu comme ça, abasourdi. Il dit, consciemment, tu aimes ton père. Mais lorsque tu étais tout petit, tu as vécu ou tu as ressenti un manque d'amour qui s'est enregistré dans ton subconscient, dont tu ne te souviens pas. Et c'est ça qui est bloqué ici, comme émotion, qui prend de l'ampleur dans ton corps et qui te donne cet inconfort-là, qui te rend agressif. C'est une mémoire, une perception que tu as sentie, qui est enregistrée. Et il dit, si tu veux, je peux t'aider. Est-ce que, avant qu'Aîné puisse même apporter cette aide-là, ça vous a fait quoi, Québécois, Canadien que vous êtes, que quelqu'un, loin de votre pays, le Canada, au Maroc, puisse parler de votre père, quelqu'un qui n'a pas connu, vous-même déjà, vous veniez de le rencontrer, de faire connaissance avec lui, et qui puisse évoquer votre passé. Est-ce que ça n'a pas été un choc émotionnel pour vous? Le choc, c'était d'apprendre que je le détestais alors que je pensais vraiment que je l'aimais. Mon père est décédé en 2007, et puis on a eu des hauts et des bas, comme tout bon fils avec son père, mais de me faire dire que je le détestais, pour moi, c'était un choc, parce que honnêtement, j'avais aucune idée que je le détestais. Mais je pouvais comprendre à travers le cheminement que j'avais fait en thérapie qu'il y avait parfois des choses qu'on pouvait oublier, mais à quel point c'était puissant, puis ça avait un impact sur la vie d'une personne. C'est ça qui était vraiment, je dirais plus, au lieu de dire un choc, une découverte. Une découverte à quel point quelque chose d'aussi peu significatif en soi peut avoir autant d'impact sur une personne. Est-ce que le fait déjà que quelqu'un puisse parler de votre père, pas dans le moment, il rentre même dans votre passé, le fait que vous ayez à détester votre père, est-ce que je me dis quelque part, c'est un peu différent la culture en Occident et ici chez nous, mais je sais en Occident quand quelqu'un commence à parler de votre père, un proche, pourtant c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, est-ce que ça sonne un peu comme de l'intrusion ou quelqu'un de trop regardant dans votre vie privée, surtout il évoque des souvenirs, des choses par exemple que vous ignoriez, que vous puissiez détester votre père. Parlez-nous-en un peu là-dessus. Honnêtement, sur le coup, il s'est passé peu de temps entre le moment où il m'a offert de l'aide, parce que lorsqu'il m'a dit ça, il ne m'a pas laissé en plan comme ça en me disant « tu détestes ton père ». Il dit « ton conscient aime ton père, ton subconscient déteste ton père ». Il y a comme un combat à l'intérieur de toi-même qui crée cet inconfort-là. Et si tu le désires, je peux t'aider en faisant une séance de libération émotionnelle pour aller relâcher cette frustration, cette rage qui dort à l'intérieur de toi. Donc, ça n'a pas été un choc comme tel, mais plus quelque chose, une nouveauté. Je ne peux pas dire que j'ai été choqué qu'ils me disent ça,
Parce que quand tu travailles avec les gens, que tu vois tout ce qui se passe, le comportement des personnes, c'est difficile à expliquer. Et quand tu as été gestionnaire comme moi pendant plusieurs années, tu te rends compte que les gens vivent plein de choses et souvent, ils ne sont pas en mesure de te dire pourquoi, mais ça se ressent dans leur comportement, ça se ressent dans leur façon d'être, ça se ressent dans leur façon de te parler, ça se ressent de toutes sortes de façons. Donc, c'était plus une nouveauté et une opportunité parce que finalement, en réalité, je venais peut-être de trouver la solution à mon problème. Oui, on va revenir justement sur ce passage-là à la connaissance du problème qui vous rongeait et surtout le début de la thérapie et surtout comment vous en êtes sorti. Mais Maître Richard, j'aimerais savoir, est-ce que qui êtes-vous? Parce que vous dites enseignant spirituel, l'autre pourrait dire ça c'est digne d'un devin quand même, qui regarde quelqu'un, qui comprenne ou qui lise des signes. Comment comprendre les souffrances profondes ou la joie d'une personne que vous ne connaissez pas? Déjà, quels sont vos outils pour sentir, pour lire? J'ai plusieurs outils. Le premier, je vois les traits du visage qui vont me dire comment que la personne elle est à l'intérieur, les organes. Après ça, ça me donne le trait de caractère. C'est une faiblesse, c'est une faiblesse. Il y a beaucoup d'outils, mais aussi... Cette observation-là vous prend combien de temps? Premièrement, je ne regarde jamais quelqu'un sans demander à la personne. Je ne m'amuse pas à faire ça. Je le fais quand la personne a besoin d'aide, puis elle ne sait pas pourquoi, puis elle veut mon aide. Elle veut que je l'aide à trouver la solution. Là, oui. Mais je ne me promène pas sur la rue pour regarder telle personne. Non, je ne marche pas comme ça. Ouais, okay. Vous n'êtes pas une caméra de surveillance. Non, mais je travaille pour Dieu. Pour moi, je donne ma vie à Dieu, à 100%. Chaque jour que je fais, chaque minute que je fais, c'est pour Dieu. Je ne fais rien pour moi, pour mon ego, pour mon... tout est fait. La fondation, c'est pour Dieu. C'est pour aider l'humanité le plus possible à la fois et gratuitement. Fait que, quand je regarde une personne, j'ai plusieurs façons aussi. C'est sa démarche, le type de personne qu'il est. Je pourrais aller loin là-dedans, mais je ne veux pas trop embarquer. Mais il existe des différents types de personnes. Puis quand on connaît ça, ça nous donne une bonne idée quel genre de personne. Puis aussi, il y a l'aura. On peut voir des petites choses dans l'aura. On peut voir les méridiens. Je les vois quand ils ont des blocages. Pourquoi ils sont bloqués. Puis j'ai des intuitions qui rentrent. Je sais que c'est ça. Ça me le dit, puis à chaque fois, c'est vrai. J'ai plusieurs facultés. Voilà. Et chez lui, qu'est-ce qui vous a frappé en premier lorsque vous l'avez vu déjà à votre première rencontre? À première rencontre, on s'est vu. Avant qu'il ne puisse même parler. J'ai dit, on est comme deux frères. Je dis, un jour, on va travailler ensemble. On va faire des choses ensemble. Je l'ai senti que c'était... Puis, il ne savait même pas, lui, il dit, moi, je vais prendre ma pension à 65 ans. Jamais. Mais il y a eu une connexion, comme si on se connaît. En réalité, pour moi, tout le monde est mes frères et sœurs. Oui. Tu es mon frère autant que mon frère de sang. Il n'y a pas de différence pour moi. On est tous le même père. C'est de la théorie, exactement. Ça? C'est pas de la théorie? Non, pour moi, on est tous des enfants de Dieu. Vous le croyez, vous le vivez? Je le vis et je le crois. Sinon, j'en parlerai pas. Pour moi, ma mission ou la mission de Dieu avec Arushium Foundation, c'est pour être un meilleur parent, un meilleur humain. C'est ça ma mission. Alors, on revient à vous. Lui, la rencontre, elle a été, déjà vous dites, quelqu'un a fait comme s'il avait sonné un glas.
Ce n'est là une opportunité de trouver une solution à un problème dont j'ignorais la source. C'est vraiment comme ça que je me suis senti. J'ai dit, peut-être que je viens de trouver la solution à mon problème. Justement, c'était quoi le premier pas ou le prochain pas que vous aviez effectué après sa rencontre? Vous vous êtes dit, ça y est, je m'embarque sur un long voyage de guérison où on doit m'assister, ou une guérison à laquelle moi-même, je dois participer activement. Comme on a pris un rendez-vous quelques jours plus tard, ça a été rapide. Lorsqu'on s'était rencontrés, il m'avait expliqué que de travailler avec le subconscient, c'était beaucoup plus rapide qu'une approche traditionnelle. Il faut parfois quelques séances, mais souvent, ça va très vite. Surtout lorsque quelqu'un comme moi, qui cherche depuis plusieurs années, j'étais dans une démarche, dans une recherche pour trouver des solutions depuis longtemps. Donc, c'est comme si j'étais un fruit qui était prêt à être cueilli. Et à ce moment-là, c'est comme si je l'ai rencontré, c'était le bon moment. Le moment de la récolte, c'est ça. Le fruit était, le fruit était mûr. Et vous évoquez quelque chose de très important, parce que même dans l'intitulé de notre émission, on parle déjà de l'impact du subconscient. Est-ce que souvent, et ça je l'ai dit beaucoup plus sur chacun de nous, dans sa recherche, dans sa quête d'équilibre, et surtout, je le dis beaucoup plus pour les intellectuels, chacun de nous veut affirmer le fait qu'il soit maître de sa situation, maître de sa vie. Chacun de nous réclame justement être au volant de sa vie. Je suis responsable, je suis maître de mes actes, je suis maître de ça. Est-ce que... Maître Richard, on est vraiment maître de sa vie. On est maître. On peut être maître de sa vie en travaillant sur soi énormément, mais il faut travailler énormément. Les gens sont inconscients que le subconscient gère 95% de vos émotions, de vos réactions. Le conscient en gère juste 5 % de votre vie, en réalité. Alors, mais là, c'est quand même grave ce que vous dites, maître. Oui, c'est vrai. Mais je vais vous donner un exemple. Le subconscient gère 95 % et le conscient gère 5 %. 5 %. Et je suis généreux. Ah bon? Donc, on pourrait bien aller jusqu'à 98 % du subconscient? Mais il n'y a pas de chiffre exactement, scientifiquement, on ne parlera pas de ça, mais juste vous donner un exemple que c'est vrai. Oui, pratiquement. Quand vous regardez un film, un film de suspense ou un film d'horreur ou un film avec des animaux que vous avez peur, des araignées, des serpents, pourquoi vous êtes stressé, puis même il y en a qui vont faire ça, ils ne veulent même pas regarder la télévision? Pourtant, vous le savez que c'est un film, vous savez que c'est des acteurs, vous savez que c'est irréel, et vous avez peur. Parce que le subconscient, tout ce qu'il voit, entend, pour lui, c'est réel. C'est un fait. Et le conscient n'est même pas en mesure de dire « You, là, stop, arrête. C'est seulement un film, mais tu vas rester comme ça, pareil. Il n'y a rien à faire. » Mais il n'y a rien à faire. Oui, il y a quelque chose à faire. C'est ça qu'on va expliquer plus tard. Mais c'est la preuve que ton conscient n'est pas capable de te gérer. Et quand on dit des mauvais mots à nos enfants qu'on aime le plus au monde, des fois on dit des choses qu'on regrette. C'est parce que c'est des mémoires d'enfance, des souffrances qui ressortent, puis après ça on regrette. Et comment gérer la relation entre le conscient et le subconscient? Bien, avant de parler de ça, c'est important de comprendre que le subconscient, c'est comme un disque dur d'un ordinateur qui enregistre tous les événements de votre vie à partir de la conception dans le ventre de votre mère jusqu'à aujourd'hui. Tout est enregistré.
Il ne fait pas la différence entre la réalité et la fiction, le vrai ou le faux. Et en plus, il ne comprend pas la négation. Ça veut dire, si vous dites à quelqu'un, vous n'êtes pas stupide, pour le subconscient, vous êtes stupide. Il ne comprend pas que pas stupide veut dire intelligent. Ça, c'est la première chose. Fait que c'est pour ça que c'est important de faire un ménage, de réinitialiser le subconscient, d'être en paix avec soi-même. En réalité, il faut toujours se poser la question, quand il arrive un débat avec quelqu'un ou une chicane, c'est pas de regarder qui a raison, mais dire pourquoi je réagis face à ça. Parce que on ne peut pas changer l'autre, mais nous, on peut changer. Je dis pourquoi que je réagis? C'est pas normal. Même si tu as raison, mais que tu réagis, c'est pas normal. C'est jamais normal de réagir méchamment. Fait que, avec nos séances, qu'est-ce qu'on fait? En réinitialisant le subconscient, automatiquement, la personne, je donne un exemple. On fait souvent, on arrive à l'université, on met un écran géant, on met un serpent. Un serpent, puis la moitié de la salle, facilement, est en panique. On fait une séance à peu près de 10 minutes. Après ça, 80 n'est plus en panique. On a fait une autre séance de 10 minutes, 100 de la salle. 100 de ceux qui ont peur. Ceux qui ont peur ne sont plus en panique. Même, ils regardent. Et même, il y a des gens qui ont dit, « Ah ben, vraiment, pourquoi j'avais peur? Je le trouve beau. » À ce point-là. Ah bon? Un autre exemple. Ma femme... La peur qui se transforme en admiration? Ah oui, parce que c'est une peur irréelle. C'est comme... Est-ce normal d'avoir peur de quelque chose sur une image ou sur une vidéo? C'est impossible. Il sortira mais déjà, pas quand on connaît son existence, déjà, le serpent, là, moi, je l'ai dit, par exemple, moi, personnellement, ça me fait flipper. Déjà, nous savons, déjà même l'appellation qu'on donne au serpent, c'est un des animaux à sang-froid. Et nous sommes notre corps, c'est un corps à sang chaud. Donc, ça ne colle pas. Mais l'opposé s'attire. Hein? L'opposé s'attire. Les opposés s'attirent. Non, là, vous m'avez eu, mais... là, vous m'avez eu, c'est vrai, vous m'avez eu, mais tout de même... non, là, je le dis parce que, même pour ceux-là qui nous suivent en ce moment, c'est que le serpent a toujours été ce qu'il est. On s'habitue jamais au serpent. Voilà, on le prend pas comme un animal de la basse-cour ou un animal de compagnie. Ça reste un serpent, bien qu'on sache, qu'on comprenne que déjà, souvent, ce qu'on appelle sa méchanceté, c'est plutôt beaucoup plus un mécanisme de défense. Mais j'aimerais bien qu'on puisse rentrer dans notre compréhension. Le conscient de lui, c'était un ingénieur qui a réussi sa vie, qui était professionnel, qui vivait sa vie comme tout le monde, qui avait des soucis comme tout le monde, qui avait ses joies, mais avec un subconscient emprisonné par des mémoires subconscientes, en plus. Voilà, une mémoire des blessures d'enfance. Voilà, donc il n'était pas libre de son passé, c'est que au fond, il était enchaîné. C'est ça, Louis? Le terme est excellent de dire enchaîné. C'est vraiment comme si tu as un boulet avec une chaîne à la cheville qui t'empêche d'avancer dans la vie. C'est comme ça qu'on peut bien définir l'ensemble des mémoires émotionnelles qu'on porte. Donc, et puis quand on arrive à les libérer, c'est un sentiment de paix extraordinaire qui s'installe en nous. Libéré, il y a eu le moment de la prise de conscience, si je peux le dire entre guillemets, du problème que vous portiez depuis des années, depuis une vingtaine d'années. Que j'en étais conscient. Hein? Je le portais depuis mon enfance, et j'en suis devenu conscient d'à peu près, ça faisait à peu près 20 ans. 20 ans.
Voilà. Et conscient, mais c'est beaucoup plus par la douleur. C'est la souffrance qui me fait prendre conscience. Voilà, qui vous rongeait. Et maintenant, après la prise de connaissance, maintenant, de ces deux étages, l'étage du conscient et l'étage du subconscient, comment avez-vous entamé le processus de guérison pour sortir justement de ce trou? Comme on offre dans nos séances de libération émotionnelle, j'ai passé par la même étape. Donc, c'est vraiment à travers le pardon. Libération émotionnelle. Libération Ça, émotionnelle. j'aime bien. Ça, j'aime bien. Parce que on est prisonnier de nos émotions négatives. Donc, pour être capable de les sortir, il faut s'en libérer. Et Qui s'oppose à l'enchaînement émotionnel. Exactement. Donc, et la technique que Maître Richard a développée avec ses 20 années de pratique est vraiment d'aller faire le pardon au niveau du subconscient pour le mettre en équilibre avec le conscient, si tu veux. Moi, lorsqu'on a fait la séance ensemble de libération, je te disais tout à l'heure que j'aimais mon père, mais après 5 minutes, je me suis mis à pleurer, à crier, à être enragé après lui, alors que 5 minutes avant, j'étais complètement en paix avec lui. Et c'est un volcan qui est sorti. Donc, lorsque ce volcan-là, même pendant la séance, le maître m'a demandé de dire « Je t'aime, papa ». Pourtant, je venais de dire que je l'aimais. Ça m'a pris plus de 30 minutes à être capable de dire « Je t'aime, papa ». Pourtant, je l'aimais, mais mon subconscient était tellement enragé, frustré contre lui, que j'étais incapable de lui dire que je l'aimais. Il vous a appris... Donc, ça m'a pris comme surprise. Et puis là, j'avais le flot d'émotions qui remontait, toute la rage qui montait. Et tout d'un coup, j'ai accepté de dire « Je t'aime, papa ». Et là, tout d'un coup, il y a un sentiment, c'est comme si l'émotion qui était bloquée ici est sortie. Comme si, oups, puis la paix s'est installée. Ouf! Il ne faut pas oublier qu'une émotion prend de la place à l'intérieur. C'était ça, sa boule qui était ici. Ça prend une place, une émotion. Et ça sort en énergie. En bâillement, par les larmes, mais ça sort. Fait que c'est important. Puis, une demi-heure avant d'être capable de le dire, souvent, on dit des fois, c'est dur de pardonner. C'est vrai. Il y a des choses, des fois, qui est plus dur à pardonner, puis je peux comprendre. Mais si on ne le fait pas, c'est à nous-mêmes on se nuit le plus. Il ne faut pas le faire pour l'autre, il faut tellement le faire pour nous-mêmes, surtout. C'est tellement important de ne rien garder à l'intérieur, de le sortir, de te laisser continuer. Donc, c'était la plus grande libération. J'apprends après, par la suite, il m'apprend plus tard que j'avais vécu un autre événement plus traumatisant. Tu veux que j'y aille tout de suite? Ou, Oui. Écoute, quelques semaines plus tard, il me dit, tu as vécu une autre chose dont tu ne te souviens pas. Il dit, tu as subi des attouchements sexuels à l'âge de 4 ans. Alors, là, j'ai été subjugué. Alors que vous étiez encore sur le choc... Non. Tout de suite après la libération du père, instantanément, c'est terminé. La chaîne qui me liait, l'émotion, la douleur, tout est parti. Je n'avais plus cette douleur-là que je portais depuis plus de 20 ans, qui m'assaillait, qui me faisait piquer des crises, C'est sûr qu'il y a des mauvaises habitudes qu'on doit travailler. On prend des mauvais plis avec les années. Mais la douleur était disparue. Donc, ça, c'était vraiment un choc, par contre. Cette fois-là, ça m'a pris quelques jours à le digérer, d'apprendre que j'avais subi des attouchements. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est jeune, et ça arrive à tellement de gens, c'est un des plus grands fléaux sur la Terre. Dépendant des pays, ça aussi entre 50, 60, 70 % de jeunes qui subissent soit des attouchements, soit des abus sexuels. C'est énorme. Donc, d'apprendre ça, là, ça m'a choqué. Surtout que j'avais zéro mémoire. Donc, pendant la séance, j'ai eu la chance comme un film qui se déroule, de revoir qui, quand, où, qui avait fait le geste. Et encore une fois, c'était une autre énorme libération que je portais inconsciemment. Donc, ça a été les deux plus grands moments de ma vie en termes de libération. Et par la suite, j'ai continué le travail. Depuis qu'on travaille ensemble, depuis plus de 2 ans,
J'ai eu la chance de participer à 100 séances de libération. Donc, il faut voir les émotions comme un oignon, hein. Voilà. Vous travaillez ensemble. Et maintenant, Maître Richard, j'aimerais savoir déjà, c'est quoi les bienfaits? Il dit, vous travaillez ensemble depuis ces années, déjà pour améliorer tout ça et surtout comprendre davantage son subconscient. C'est quoi les bienfaits de travailler le subconscient? C'est parce que C'est comme une fleur qu'on entretient, c'est comme, qu'on arrose. oui, si on veut, mais c'est comme, à chaque fois qu'on travaille les émotions, c'est comme si tu enlèves une pleure de l'oignon. À chaque fois. Et tu deviens de plus en plus léger à l'intérieur. Tu sens de plus en plus une paix à l'intérieur de soi. Parce que si tu n'as pas... Je vais juste donner un exemple, que des serpents. Vous regardez la télévision, puis il y a un serpent, vous faites ça. Mais là, c'est pas normal. Mais c'est la même chose avec toutes vos émotions. Quand votre fils, il dit un mot un mot que vous n'aimez pas, et ça vous fait réagir, mais vous allez être de plus en plus en paix. Quand votre fils va dire ce même mot-là, vous allez être capable de dire « Mon fils, ce mot-là n'est pas gentil. Il va falloir que tu aies une conséquence pour ça. Tu le parles avec amour. » Tu vas être capable de parler avec amour, au lieu d'être en réaction. Ça, c'est un. Deux, mais c'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire à vos enfants. Parce que si vous coupez, vous nettoyez toute votre vie complète, et votre femme aussi, mais vos enfants n'auront pas besoin de revivre ces événements-là. Parce que souvent, on n'a pas parlé, mais en réalité, tout ce que nous vivons se passe de la conception jusqu'à l'âge de 7 ans. Le restant de la vie, c'est seulement des mémoires qu'on n'a pas pardonné, cette partie-là. C'est juste des mémoires. Et si la mémoire, écoute, va aller... Mettons, vous avez un parent qui est violent verbalement. Je vais donner un exemple plus concret. Un parent très violent verbalement, et vous dites, je ne veux plus vous parler, papa ou maman. Peu importe, je ne veux pas vous parler, vous êtes trop violent verbalement. Je veux couper les ponts. Par la suite, les chances que vous soyez soit pareil ou un mari ou une femme pareille sont énormes. Alors que c'est quelque chose que vous n'aimez pas? Oui. Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Le jugement que vous avez fait de vos parents, les chances que vous soyez comme ça et ou le conjoint soit comme ça, c'est presque automatiquement. Parce que sont le miroir de ce que vous avez oublié de pardonner à vos parents. Et là, je parle même une perception, là, parce que lui, c'est une perception, manque d'amour. Même une perception va faire la même chose. Mais si vous ne pardonnez pas, vous restez dans la rancune, vous allez le vivre. Mais si vous dites aussi à votre conjoint, « Bye-bye, je ne veux pas ce genre de relation-là », mais vous êtes frustré. Après ça, les enfants vont être comme ça pour te faire évoluer. La seule chose qu'on peut s'en sortir, c'est le plus vite possible de pardonner au niveau du subconscient la racine de nos problèmes, qui est nos parents, et notre mari ou notre conjoint aussi. Après ça, les enfants, ils n'auront pas besoin de vivre ça. Et après ça, la relation avec votre conjoint, elle va changer du jour au lendemain, presque. Ça change une vie. J'en ai vu des vies changer, là. J'en ai vu, je pourrais écrire des livres juste avec les gens qui ont changé leur vie. C'est automatique, c'est mathématique, un plus un. On ne va pas aller chercher loin parce qu'il y a Louis qui est avec nous ici. Louis, déjà, vous vivez avec autant un fardeau pendant 20 ans qui vous ronge physiquement. Vous êtes passé par toutes les étapes à la recherche de la guérison, à la recherche d'un traitement à ça. Est-ce que on peut dire 12 ans après votre rencontre avec Maître Richard, lorsque vous regardez dans un miroir, vous vous dites, vous considérez que vous êtes un nouvel homme? Ça a changé ma vie. Ça a changé... Dramatiquement? Souvent, c'est subtil. Ça dépend toujours qu'est-ce qu'on porte. Moi, j'avais une douleur qui est partie, donc automatiquement, la douleur est partie. Si on a vécu des grandes souffrances, des traumatismes importants,
on ressent automatiquement un changement instantané. Je peux donner l'exemple d'Albert, peut-être même tout à l'heure, mais quelqu'un qui a des cauchemars, bien, les cauchemars s'arrêtent. Quelqu'un qui vit quelque chose de difficile, ça s'arrête. Mais moi, ça a changé. J'étais plus calme, plus doux, plus à l'écoute, parce que quand on ne porte pas cette rage-là intérieure, naturellement, on est plus en paix avec soi-même. Ça a un impact. Ça a eu un impact dans mes relations avec mes employés. La dynamique, de l'empathie, beaucoup plus être capable de me mettre dans la peau de l'autre, mais sans pas reprendre sa souffrance. Donc, ça m'a ouvert des perspectives que j'ignorais moi-même, que j'avais la capacité d'aller explorer, puis même dans mon comportement, dans ma relation avec mes enfants, dans ma relation avec ma femme, dans ma relation avec mon entourage. Même ça m'a amené aujourd'hui, quelques années plus tard, à prendre une retraite anticipée pour justement faire connaître aux gens à quel point de travailler sur soi, c'est extraordinaire. Ça, c'est très important ce que vous dites. Un ingénieur, on l'a dit, pendant plus de 20 ans, et 25 ans plus tôt. 26 ans, oui. 26 ans. Vous vous réveillez un matin grâce à la rencontre avec Maître Richard et surtout grâce au traitement que vous avez reçu, sans même anticiper votre retraite. Ben, moi, j'avais prévu prendre une retraite. C'est quand même un changement drastique où on peut dire c'est une décision quand même assez forte. À 50 ans, je suis allé travailler en Afrique du Sud quelques années pour une compagnie minière. Puis le maître Richard m'a appelé un jour et dit « J'aimerais venir faire du bénévolat avec toi ». Donc, on commence à faire du bénévolat le week-end comme ça. En Afrique du Sud? En Afrique du Sud, pour aider des gens. Et puis, j'ai comme senti à l'intérieur de moi un appel à promouvoir le bienfait du subconscient. Ce que je voyais à travers la transformation que les gens vivaient était tellement extraordinaire, tellement nourrissant, tellement belle à voir, que je me suis dit, écoute, j'ai une opportunité, je suis dans la fleur de l'âge, 50 ans, j'avais prévu prendre ma retraite à 65. OK, on va changer un petit peu les plans, mais ce qui fait vaut la peine, premièrement, d'être connu. Et encore, je te remercie parce que ce soir, c'est justement de faire connaître à tous le bienfait, les bienfaits, parce qu'il y en a plusieurs, parce que tantôt, on en a nommé quelques-uns, mais les gens qui ont des problèmes d'addiction, les gens qui ont des schémas récurrents, les gens qui vivent des douleurs physiques, émotionnelles. Lorsqu'on travaille le subconscient, ce sont des émotions. Parce qu'à l'origine, ce sont des émotions qui sont prisonnières, qui nous attachent. Donc, de faire connaître ça au plus grand nombre de personnes possible. Depuis 2 ans, on se promène partout en Afrique. On fait connaître les bienfaits de travailler avec le subconscient. On a libéré des milliers de personnes jusqu'à présent. Mais on se promène un peu partout en Afrique, mais le Rwanda, c'est un coup de cœur. On ne s'attendait pas à ça. Comment c'est beau, déjà, les gens. C'est très important. Le Rwanda, vous avez parlé du Maroc, l'Afrique du Sud, vous allez faire du bénévolat et vous êtes retrouvé au Rwanda. Déjà, comment avez-vous connu le Rwanda? C'était quoi la rencontre avec le Rwanda et son histoire? Écoute, nous, on travaille avec différentes organisations, puis dans le cadre, comme président de la Fondation, moi, je cherche toujours des partenaires pour aller dans des pays. Donc, on a rencontré une Rwandaise au Canada, sur Internet, qui avait une fondation ici, l'association, pas une fondation, mais une association au Sud. Et puis, on avait, il y a une femme, une Canadienne, une Québécoise, Hélène Cyr, qui avait, à l'époque, qui travaillait pour Bombardier, qui avait tout laissé, qui est venue travailler pendant plus de 12 ans ici au Rwanda, qui nous a mis en contact avec Albert. Je ne veux pas détruire son nom de famille, peut-être que tu peux. Donc, on a pris contact avec ces 2 personnes-là qui nous ont invités à venir au Rwanda,
travaillé avec Albert Et sa fondation. et sa fondation, qui est la Albert Healing Organization. Donc, on est venu travailler ici. Premièrement, Albert, lui, nous a expliqué son histoire à lui. On connaissait peu l'histoire du Rwanda. Oui, mais lorsque vous parlez d'Albert, il y en a plusieurs, mais pour le préciser à notre audience, il s'agit d'Albert Nsengimana. Il est écrivain rwandais. Donc, il a écrit un livre connu, Ma mère m'a tué. C'est l'un des survivants du génocide perpétré contre les Tutsis qui ont écrit sur leur histoire personnelle, surtout de la catégorie des rescapés du génocide qui ont vu leurs membres de famille se retourner contre eux. En tout cas, des histoires comme ça qui malheureusement ont eu lieu au Rwanda. Voilà pourquoi on doit préciser exactement de quel Albert ici on parle. Donc Albert qui vous a fait découvrir. Tout à fait. le Rwanda Donc et Albert, surtout, la face de l'histoire du Rwanda, cette face-là tragique du génocide commis contre les Tutsis. Avez-vous été frappé qu'est-ce que vous a frappé plutôt par... Moi, ce qui m'a frappé au Rwanda, premièrement, c'est la beauté. Mais que le peuple qui a subi les pires traumatismes, aujourd'hui, tout le travail qui a été fait par le gouvernement, tout le travail de réconciliation, tout le travail qui est continuellement fait au niveau de la résilience, je veux dire, c'est vraiment un succès que les gens... Je ne suis pas convaincu, ailleurs dans le monde, que les gens savent à quel point le Rwanda a fait un travail extraordinaire. Pour nous, c'est un coup de cœur à plusieurs niveaux. Premièrement, en termes de beauté, en termes de propreté, en termes de sécurité. Tous ces aspects-là sont extraordinaires. Les gens. Mais de la résilience des gens, leur capacité de pardonner, que ce soit leur agresseur ou leur victime. Donc, c'est fantastique ce qui a été fait. Mais on voit encore parfois chez les gens que malgré que le pardon soit fait, il reste encore des douleurs. Mais l'exemple qu'on peut donner, c'est Albert. Il avait pardonné consciemment. Mais avec le subconscient, ça a pris du temps de le dire, lui aussi. La même chose que Louis. Oui, parce que peut-être pour vous passer également la balle, c'est qu'ici on parle d'un génocide, d'un crime odieux, un crime des crimes, qui non seulement vous arrache les membres de votre famille, vous arrache la vie, mais ceux-là qui restent vivants, ils ont les cœurs déchirés. Ouais. Ils doivent se reconstruire. Est-ce que dans cette démarche-là, vous pensez que justement cette dimension de votre l'approche que vous faites aujourd'hui peut être, par exemple, une contribution à des gens qui se reconstruisent? Parce qu'aujourd'hui, 30 ans après les génocides commis contre les Tutsis, les séquelles s'observent chez certains. C'est tout à fait normal dans une nation. Et c'est même transgénérationnel. C'est même Oui. transgénérationnel. Ça, il y a même le Centre biomédical du Rwanda qui affirme cela. Vous pensez qu'il y a un accompagnement spécifique, une manière ou une approche à faire, par exemple, pour accompagner justement ce processus dans lequel les gens sont engagés aujourd'hui? Bien sûr. Parce que, juste par exemple, Albert, il avait pardonné avec son conscient, mais il faisait des cauchemars, toujours des cauchemars. À la minute qu'on a fait une session ensemble, les cauchemars ont arrêté. On a fait 2 sessions, mais une session, les cauchemars ont arrêté tout de suite. Il n'a plus jamais fait de cauchemars depuis ce temps-là. Et j'ai travaillé avec d'autres personnes aussi, mais ça a un impact tout de suite. Surtout ceux qui sont en réaction, c'est tout de suite une libération. C'est sûr que c'est bon d'en faire plusieurs séances, surtout que moi, je travaille beaucoup en groupe, qu'il faut faire plusieurs séances, peut-être 2
On veut faire ça, nous, des modules. 1, 2, 3. Commencer par la base, les parents. Après ça, faire un peu soi-même. Après ça, faire un petit peu plus profond, comme les génocides, un peu de tout, si le gouvernement le veut. Ça, c'est bien sûr, on travaille en collaboration avec le gouvernement. Oui, et donc, c'est pourquoi je dis qu'il y a des processus déjà engagés Oui. depuis 30 ans d'accompagnement et de prise en charge, justement, par rapport aux chocs émotionnels que les gens ont connus et aussi des chocs physiques. Aujourd'hui, nous sommes dans une nation qui a connu un génocide. Ce n'est pas quelque chose qu'on observe partout dans le monde. Est-ce qu'on peut se relever émotionnellement d'un choc comme celui d'Albert? Parce que je donne Albert comme exemple aujourd'hui, lui qui a écrit à propos de sa famille et dont l'intitulé du livre est « Ma mère m'a tué », ça veut dire ce que ça veut dire. Est-ce qu'on peut se remettre? Écoute, moi, j'ai lu avec ma femme, ma femme Louis et ma femme ont lu le livre, tout ce qui s'est passé dans le livre. Pire que ça, c'est presque impossible ici. Là. Il a vécu vraiment un peu de tout. Là. Et si lui a réussi, pourquoi les autres ne réussiraient pas? Pourquoi? Ça a marché. Tout choc émotionnel, la manière qu'on fonctionne, tout peut le rétirer. C'est pas intelligent. Le choc émotionnel n'est pas intelligent. J'enlève pas la situation. La situation est là. Mais c'est le symptôme post-traumatique qu'on enlève. Après ça, c'est plus facile pour bien vivre, de bien s'exprimer, d'accepter, puis aller vers une nouvelle vie. On arrête d'être en réaction. C'est ça que j'enlève. J'enlève comme les chaînes qui sont à nos pieds, mais par la suite, je ne peux pas marcher pour vous. Par la suite, il va falloir que tu fasses des démarches. Si tu veux arrêter de fumer la cigarette, je ne peux pas arrêter pour toi. Mais si j'ai enlevé tous les problèmes émotionnels, pourquoi que tu fumes? Puis par la suite, tu dis, moi, non, j'aime la cigarette, je veux continuer, il n'y a rien à faire, il va continuer. Fait que ça dépend aussi de la personne qui veut changer. Ça, c'est un des points encore importants, que si la personne ne veut pas travailler sur soi, je respecte ça. Peut-être aujourd'hui, elle n'est pas prête, mais peut-être dans 6 mois, oui, ou dans 1 an. Il faut aller à la vitesse des gens. Et c'est pour ça que je veux faire ça sur 3 modules de base, 5. Après ça, une deuxième module, puis un troisième. Les gens auront le choix de faire juste 1, 2 ou 3. Peut-être je voudrais ajouter un point. Oui. Toutes les émotions qu'on enregistre, tout ce que les gens ont vécu est enregistré dans le subconscient. C'est comme un énorme disque dur, on l'a dit tout à l'heure. Chaque émotion peut être initialisée. Chaque émotion peut être libérée. Et en réalité, c'est un cheminement, c'est un parcours, la libération émotionnelle. Donc, il faut vraiment prendre le temps que chaque personne y aille à son rythme. Mais on a travaillé sur des gens qui ont vécu des tremblements de terre, ce qui laisse des symptômes post-traumatiques, ça s'enlève. Tout à l'heure, on a parlé des serpents, ça s'enlève. Donc, toute émotion qui est enregistrée, si elle est bien réinitialisée, libérée, libère la personne. Est-ce que cette démarche-là de libérer les émotions des gens, on peut la pratique, ou si vous devez suivre les gens, si vous devez travailler avec des gens, c'est de manière individuelle ou de manière aussi collective? Collectif. Ça marche collectivement? Oui. On a déjà fait un Zoom de 450 personnes. 450. Oui. Puis des commentaires, tous des beaux commentaires de libération. Il n'y a pas de limite. Mais par exemple, on travaille au début, les gens vont tous à leur vitesse. On a fait des Zooms régulièrement, on en a chaque mois. On a arrêté pour l'instant parce que je me suis consacré pour autre chose, mais pour écrire un livre. Et puis après ça, mais là, on va recommencer bientôt, l'année prochaine. Et peut-être pour terminer, est-ce que vous dites, vous êtes un peu comment je veux dire, des globetrotters, vous voyagez un peu partout dans le monde. Est-ce que après votre coup de foudre avec le Rwanda,
Vous êtes là pour longtemps, vous êtes là pour justement embrasser l'histoire et le passé de ce pays et surtout accompagner ceux-là qui ont été autant affectés ou vous êtes là de passage? Nous, on retourne pour, ça fait 3 ans que je n'ai pas mis les pieds au Canada. On retourne au Canada pour à peu près 2 mois, 2 mois et demi. Et on veut revenir au mois de mars ici et sans billet de retour. On veut travailler, on veut s'investir. Donc, vous Oui, avez oui. un grand événement qui arrive l'année prochaine. Donc, si on veut voir avec Albert, son organisation, le gouvernement rwandais. Ouais, vous est-ce qu'il y a parlez de la possibilité de faire commémoration de quelque chose? 30 ans du génocide, de faire Exactement. peut-être contre les Tutsis. Donc, si c'est possible, si on obtient, si on est capable d'organiser éventuellement des ateliers, si on obtient toutes les permissions requises, puis tout le... c'est notre vœu d'aider le peuple rwandais, d'amener notre contribution à travers les différents... tout ce qui a été fait, de venir donner un coup de pouce supplémentaire à toutes les... dans les prochains, l'année prochaine, mais dans les années à venir, de venir aider le peuple. Et C'est un vœu. Et c'est important que c'est gratuit. Tu sais, c'est important. C'est gratuit? C'est gratuit. Tout est gratuit. On travaille gratuitement. Voilà, du bénévolat donc. Absolument. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux et surtout à vous, Maître Richard. Je rappelle que vous êtes enseignant en développement personnel et spirituel. Également à vous, Louis, vous qui êtes ingénieur en mécanique, mais vous accompagnez aujourd'hui après votre retraite anticipée. Vous avez pris les responsabilités justement d'apporter votre pierre à l'édifice, à aider les autres de sortir du gouffre émotionnel comme cela a été pour vous. Merci également à toutes les personnes qui ont pu aider, que ce soit par les contacts, là je vais dire Albert, et à toutes les personnes qui ont concouru à cette émission, Pacifique Rukundo et toutes les équipes au niveau de la régie. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro Majuscule Propos.